En appuyant ses 6 doigts sur la surface froide de l'observatoire, Zixatala observa le petit vaisseau humain dériver vers le spatioport. Comparé aux gigantesques navires de la coalition qui visitaient habituellement Serene Watch, il paraissait minuscule. Sa coque, d'un gris uni avec de simples marquages, était dépourvue des courbes élégantes et des couleurs vives propres aux vaisseaux galactiques. Encore une délégation humaine, grommela le commandant Vexal derrière elle. Pourquoi perdons-nous du temps avec ces primitifs? Zixatala ne répondit pas. Elle étudiait les humains depuis 3 mois, depuis leur admission limitée au sein de la coalition hégémonique. Le Conseil, par pure curiosité, avait consenti à leur intégration. Les humains avaient en quelque sorte maîtrisé le voyage supraluminique, ce qui était impressionnant pour une espèce si jeune. Cependant, leur technologie restait des siècles en retard par rapport à celle du membre le plus faible de la coalition. Le vaisseau humain s'amarra avec un léger choc qui se propagea à travers la coque de la station. Les navires de la coalition utilisaient des pinces magnétiques silencieuses, sans le moindre bruit. Tout chez les humains semblait rudimentaire et sans fioriture. Le capitaine Jake Morrison fut le premier à traverser le sas. Grand pour un humain, avec des cheveux bruns courts et des yeux bleus l'air fatigués, il arborait un simple uniforme bleu orné de petites insignes métalliques sur la poitrine. Rien de fantaisiste, rien qui ne dénote une réelle puissance ou autorité. L'ambassadrice Carter nous rejoindra bientôt, dit le capitaine Morrison à Zixatala, avec son étrange accent. Les humains parlaient assez bien la langue galactique commune, mais leur voix sonnait toujours rude comparée aux tonalités musicales de la plupart des espèces de la coalition. L'ambassadrice Lisa Carter apparut quelques minutes plus tard. C'était une femme humaine d'âge moyen, aux cheveux noirs striés de gris. Elle sourit en voyant Zixatala, dévoilant ses petites dents blanches. Les humains montraient toujours leurs dents quand ils étaient contents, ce que les autres espèces trouvaient perturbant. Les dents étaient en fait pour manger, pas pour des démonstrations sociales. « Merci de nous rencontrer à nouveau », dit l'ambassadrice Carter. « Nous avons de nouvelles propositions pour la coopération scientifique. » La réunion se déroula dans la salle de conférence 7, une petite chambre avec une table ronde et des sièges confortables. Le docteur Alan Foster, l'attaché culturel humain, étala des tablettes de données présentant leurs dernières recherches. Les informations étaient basiques selon les standards de la coalition, mais elles semblaient prometteuses. Nos scientifiques ont progressé dans la manipulation des champs quantiques, expliqua le docteur Foster, ses mains s'animant tandis qu'il parlait, une autre étrange habitude humaine. Nous pensons pouvoir améliorer les rendements agricoles sur les mondes désertiques. Zixatala examina les données. Les calculs étaient justes, mais les applications limitées. Néanmoins, cela pourrait être utile pour certaines colonies éloignées de la coalition. C'est un travail intéressant, dit-elle. Mais les besoins en énergie semblent élevés. Nous apprenons encore, admit le capitaine Morrison. Notre technologie n'est pas aussi avancée que la vôtre. Nous le savons, mais nous sommes prêts à travailler dur et à apprendre des espèces plus expérimentées. C'était ce que Zixatala trouvait le plus déconcertant chez les humains. Ils admettaient ouvertement leurs faiblesses. La plupart des espèces tentaient de dissimuler leurs lacunes lors des réunions diplomatiques. Elles vantaient leurs réalisations et minimisaient leurs problèmes. Mais les humains semblaient presque désireux de souligner leurs lacunes. « Parlez-moi de votre monde natal », dit Zixatala lors d'une interruption des discussions techniques. « La Terre, n'est-ce pas ?» L'expression de l'ambassadrice Carter changea légèrement. Pas exactement triste, mais empreinte d'une sorte de regret. « La Terre est magnifique, dit-elle. Des océans bleus, des continents verts, des nuages blancs, mais c'est compliqué. » Comment cela? Le docteur Foster et le capitaine Morrison échangèrent un regard. Il y avait quelque chose dans ce regard que Zixatala ne put identifier. Une entente partagée qu'il ne voulait pas expliquer. Nous avons eu de nombreuses cultures différentes sur Terre, dit le docteur Foster prudemment. Beaucoup de nations et de peuples différents. Parfois, nous ne nous entendions pas très bien.
Vous voulez dire que vous avez eu des conflits? Oui, dit le capitaine Morrison d'une voix basse. Nous avons eu des conflits. Ce n'était pas inhabituel. La plupart des espèces traversèrent des périodes de lutte interne avant de développer le voyage spatial. L'hégémonie elle-même s'était formée après les grandes guerres, qui avaient failli détruire 4 civilisations différentes. Mais quelque chose dans la façon dont les humains parlaient suggérait que leurs conflits avaient été différents. Nous avons appris de nos erreurs, ajouta rapidement le docteur Foster. C'est pourquoi nous sommes si désireux de rejoindre la coalition. Nous voulons faire partie de quelque chose de pacifique et coopératif. Le reste de la réunion se déroula sans accroc. Les humains présentèrent leurs propositions avec une politesse mesurée. Ils demandèrent de petites choses: la permission d'établir une station de recherche dans la zone neutre, l'accès à la technologie médicale de base, le droit de commercer avec les marchands de la coalition, rien qui ne puisse menacer quiconque ou changer l'équilibre des pouvoirs. Après le départ des humains, Zixatala se rendit à son bureau privé et commença à rédiger son rapport. Elle décrivit la technologie humaine comme primitive mais en développement, et leur système politique comme stable mais non raffiné. Elle nota leur empressement à coopérer et leur aveu de limites technologiques. Mais quelque chose la tracassait à propos de cette rencontre. Ce n'était pas ce que les humains avaient dit, mais ce qu'ils n'avaient pas dit. Quand ils avaient parlé de leur conflit sur Terre, il y avait eu quelque chose dans leur voix. Pas de la honte exactement, pas de regret comme les autres espèces montrèrent du regret pour leurs erreurs passées. Cela ressemblait plus à de l'expérience. Zixatala consulta les dossiers sur l'histoire humaine que les services de renseignement de la coalition avaient recollectés. L'information était limitée. Les humains n'étaient dans l'espace que depuis environ 50 ans, et ils n'avaient atteint le voyage supraluminique que 15 ans auparavant. Avant cela, ils avaient été confinés à leur unique monde. Les dossiers montraient que les humains avaient effectivement mené des guerres entre eux. C'était normal. Ce qui frappa Zixatala était la chronologie. La plupart des espèces connaissaient une période de conflit suivie d'une période de paix avant de développer le voyage spatial. Les guerres duraient généralement quelques centaines d'années au maximum. Selon les archives, les humains avaient mené des guerres pendant des milliers d'années, jusqu'au moment où ils quittèrent leur planète. Elle nota dans son rapport de demander des informations historiques plus détaillées à la délégation humaine. Ce n'était probablement rien d'important, juste de la curiosité pour une espèce inhabituelle. Mais Zixatala avait appris à faire confiance à son instinct au cours de sa longue carrière dans le renseignement diplomatique. Devant sa fenêtre, les étoiles brillaient de leur lumière froide habituelle. La galaxie était désormais paisible, protégée par la sagesse et la force de la coalition. 7 espèces avancées travaillaient ensemble pour maintenir l'ordre et prévenir les conflits. Zixatala regarda le spatioport où le vaisseau humain s'était trouvé. Il était vide maintenant, juste des murs métalliques et des lumières clignotantes. Les humains étaient probablement à mi-chemin de leur territoire, portant les nouvelles d'une autre rencontre diplomatique réussie. Elle tenta de dissiper le sentiment étrange qui l'avait envahi pendant la réunion. Les humains étaient faibles, primitifs et désireux d'apprendre. Ils ne représentaient aucune menace pour quiconque. Le Conseil avait pris la bonne décision en les acceptant comme membres juniors. Pourtant, elle ajouta une dernière note à son rapport. Recommande une surveillance continue des activités humaines et un échange culturel élargi pour mieux comprendre leur développement historique. Cela semblait être une précaution raisonnable. Après tout, le savoir n'est jamais dangereux. Le premier signal de détresse retentit à 03h47, heure de la station. Zixatala dormait lorsque les sirènes d'alerte commencèrent à hurler à travers Seren Watch. Elle se laissa tomber de son module de repos et activa son communicateur personnel. « Session d'urgence au centre de commandement », annonça le commandant de station Ralphie. « Tout le personnel supérieur doit se présenter immédiatement. » Zixatala enfila son uniforme et se précipita dans les couloirs. D'autres officiers de la coalition se déplaçaient avec une urgence similaire. Les alertes d'urgence étaient rares. La galaxie était paisible depuis des décennies. Le centre de commandement grouillait d'activité. Des techniciens travaillaient à leur poste, tandis que des affichages holographiques montraient des cartes stellaires
et des journaux de communication. Le commandant Ralphie se tenait au centre de tout cela, ses avant-bras se déplaçant rapidement entre différents panneaux de contrôle. « Quelle est la situation ?» demanda Zig-Satala. « Attaque sur New Eden », répondit Ralphie sans lever les yeux. « Monde colonial humain. Les premiers rapports suggèrent un bombardement orbital suivi d'une invasion terrestre. » Zig-Satala sentit son sang se glacer. New Eden était l'une des plus récentes colonies humaines, établie il y a seulement 5 ans. Elle en avait lu le dossier diplomatique. Un monde agricole paisible avec environ 2 millions d'habitants, des familles qui avaient quitté la Terre pour une vie tranquille parmi les étoiles. Qui les attaque? L'Empire Korath. Le nom frappa Zig-Satala comme un coup physique. Les Korath étaient l'une des espèces les plus sauvages de l'espace connu. Ils avaient été expulsés du territoire de la coalition 3 ans auparavant, après avoir été reconnus coupables de génocide systématique sur 6 mondes différents. Leurs guerriers étaient reconnus pour capturer des prisonniers uniquement pour les torturer pour leur divertissement. Combien de vaisseaux? Au moins 50, dit le lieutenant Mork depuis son poste de communication. Flotte de combat complète. Ils sont apparus de nulle part et ont frappé les défenses orbitales en premier. Les vaisseaux humains n'ont pas eu la moindre chance. Zig-Satala se dirigea vers un poste de travail vide et afficha les données tactiques. L'attaque avait été parfaitement planifiée. Les Korath avaient pénétré le système en plusieurs points, encerclant la planète avant que les défenseurs humains ne puissent réagir. Leurs vaisseaux étaient plus grands et mieux armés que n'importe quel navire de la flotte humaine. Qu'en est-il des forces de défense humaines? Détruites ou dispersées, rapporta Mork. Nous recevons des appels de détresse de navires individuels, mais ils fuient pour sauver leur vie. La planète est sans défense. D'autres rapports arrivèrent au cours des heures suivantes. Les Korath avaient de commencer à débarquer des troupes à la surface de New Eden. Ils détruisaient systématiquement les colonies humaines et faisaient des prisonniers. Pire encore, ils diffusaient leurs activités sur des canaux ouverts, s'assurant que chaque être humain dans l'espace pût constater le sort réservé à leur peuple. Les images étaient atroces, des guerriers Kororath traînant des familles humaines hors de leur maison. Des escadrons d'exécution alignant des civils contre des murs. Des enfants en pleurs, tandis que leurs parents se faisaient tirer dessus devant leurs yeux. Les corps voulaient que tout le monde voie. Ils voulaient semer la terreur. À 800, le commandant Ryan Phillips de la flotte de défense humaine réussit à établir le contact avec Seren Watch. Son visage apparut sur l'écran principal, affichant des brûlures sur la joue et le désespoir dans le regard. « Nous avons besoin d'aide, » dit-il sans la moindre politesse diplomatique. « Ils massacrent tout là-bas. Des femmes, des enfants, des personnes âgées qui n'ont jamais fait de mal à personne. S'il vous plaît, vous devez envoyer des vaisseaux. » Le commandant Ralphie semblait mal à l'aise. « Commandant Phillips, c'est une affaire que le Conseil de la Coalition doit trancher. Nous ne pouvons entreprendre d'actions militaires sans autorisation appropriée. Combien de temps cela prendra-t-il? Le Conseil se réunira dès que tous les membres pourront être joints, probablement 48 heures. Phillips ferma les yeux un instant. Quand il les rouvrit, il semblait plus âgé. 48 heures? Savez-vous ce que les Korath peuvent faire à une planète en 48 heures? Nous comprenons votre inquiétude, mais il y a des procédures à suivre. Phillips coupa la transmission. Le lendemain, d'autres rapports perturbants affluèrent. Les Kororath ne se contentèrent pas de tuer les humains rapidement. Ils prenaient leur temps, faisaient des exemples, cherchant à briser la volonté des survivants. Ils avaient établi des camps où ils gardèrent des prisonniers humains pour des exécutions publiques. Ils diffusaient tout, envoyant les signaux directement aux colonies humaines à travers leur territoire. Six-Fella se retrouva à regarder ces transmissions. Bien qu'elle lui donnassent la nausée, elle avait déjà vu la guerre, mais jamais rien d'aussi délibéré et cruel. Les Korath ne livrèrent pas bataille. Ils montaient un spectacle. Le Conseil de la Coalition se réunit finalement 36 heures après le début de l'attaque. Zig-Satala fut autorisé à observer depuis la galerie diplomatique, tandis que les représentants des 7 espèces membres apparaissaient sur les écrans de communication.
Le débat fut poli et procédural. Le membre du conseil Vexalla argua que la coalition ne devrait pas interférer dans les conflits impliquant des espèces non membres. Le membre du conseil Wrath suggéra que les humains avaient eux-mêmes attiré cela en établissant des colonies dans des territoires dangereux. Le membre du conseil Dayton craignait qu'une intervention militaire ne provoque les Korath à attaquer les mondes de la coalition. Peut-être, suggéra le membre du conseil Yilmata, cet incident regrettable enseignera aux humains les réalités de la politique galactique. Ils sont encore très jeunes et naïfs. Plusieurs autres membres du conseil exprimèrent leur accord. Zixtalo, horrifié, observa le gouvernement le plus puissant de la galaxie discuter calmement de la nécessité de sauver 2 millions de personnes de la torture et de la mort. L'ambassadrice Lisa Carter apparut à l'écran depuis la station de l'ambassade humaine. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans en 2 jours. « Honorables membres du Conseil, je vous supplie de reconsidérer. Ce sont des civils innocents. Ils n'ont rien fait pour mériter cela. »« Regrettable, certes, » dit le membre du Conseil Vexalla. « Mais on ne peut attendre de la coalition qu'elle protège chaque espèce des conséquences de ses propres mauvaises décisions. » « Quelles mauvaises décisions ? Établir des fermes sur un monde vide, établir des colonies sans défense adéquate, répliqua le membre du conseil Wrath. Selon notre expérience, les espèces faibles apprennent à se protéger ou disparaissent. C'est l'ordre naturel. L'ambassadrice Carter resta silencieuse un long moment. Quand elle reprit la parole, sa voix était parfaitement calme. « Je vois. Alors l'humanité retirera sa demande d'assistance à la coalition. » « Une sage décision, » dit le membre du conseil Yilmata. « Peut-être qu'à l'avenir, votre espèce sera mieux préparée aux défis de la civilisation galactique. »« Peut-être le serons-nous, » dit Carter doucement. « Merci de votre temps, honorable membre du conseil. » La transmission prit fin en moins d'1 heure. Chaque mission diplomatique humaine dans l'espace de la coalition avait fait ses valises et était partie. Ils n'avaient pas argué, ne s'étaient pas plaints, n'avaient pas fait d'exigences. Ils avaient simplement récupéré leurs affaires et étaient partis avec des messages de salut poli. Zixtala tenta de contacter le capitaine Morrison, mais son vaisseau avait déjà quitté l'espace de Seren Watch. Elle envoya des messages à d'autres contacts humains, mais ne reçut que des réponses automatisées, indiquant que les relations diplomatiques humaines étaient temporairement suspendues. Ce soir-là, elle se tenait sur le pont d'observation où elle avait vu arriver le vaisseau de Morrison pour la première fois. Les étoiles semblaient les mêmes que toujours, froides et lointaines. Mais quelque chose avait changé. Les humains étaient venus leur demander de l'aide, et la coalition les avait rejetés. Les rapports de renseignement des jours suivants montrèrent une activité étrange dans l'espace humain. Des vaisseaux civils se déplaçaient en schéma organisé. Des cargos, des paquebots, même de petits vaisseaux privés convergeaient vers des coordonnées spécifiques. Les mouvements semblaient aléatoires, mais Zixtala avait passé des années à étudier les schémas dans les renseignements diplomatiques. Les humains organisaient quelque chose. Elle essaya de convaincre le commandant Ralphie d'enquêter, mais il n'était pas intéressé. « Ils évacuent probablement leur colonie restante, » dit-il, fuyant avant que les Korath les trouvent. Lâches, mais compréhensible pour une espèce si faible. Sur New Eden, les Korath poursuivaient leur destruction systématique. À la fin de la première semaine, ils avaient tué plus d'1 demi-million d'humains et réduit la plupart des survivants en esclavage. Ils avaient transformé les grandes villes de la planète en ruines fumantes et contaminé les terres agricoles avec des armes biologiques. Les diffusions continuèrent, mais elles atteignaient de moins en moins de récepteurs humains. La plupart des colonies humaines étaient devenues silencieuses. Leurs réseaux de communication étaient coupés ou abandonnés. Les quelques vaisseaux que les moniteurs de la coalition détectaient dans l'espace humain naviguaient dans l'obscurité. Leurs transpondeurs étaient éteints. C'était comme si l'humanité retenait son souffle. Zixtala fit sa dernière entrée dans le rapport d'incident. L'espèce humaine semble avoir accepté la défaite et s'être retirée des territoires contestés. L'occupation de New Eden par les Kororath se poursuit sans résistance. Recommandons une surveillance continue,
pour s'assurer que le conflit ne s'étende pas à l'espace de la coalition. Elle scella le dossier et l'envoya au quartier général du renseignement. Devant sa fenêtre, l'espace semblait vide et paisible. Mais quelque part dans cette obscurité, 2 millions d'humains étaient en train de mourir, pendant que leur gouvernement ne faisait rien pour les sauver. Cela n'avait aucun sens. Quel genre d'espèce abandonnait son propre peuple? 3 semaines après la chute de New Eden, le premier convoi de ravitaillement Kororat disparut purement et simplement. Zixtala était en train de consulter les rapports commerciaux quand la note de renseignement arriva sur son bureau. Une flotte de 12 cargos Korat voyageait depuis leur dépôt de ravitaillement dans le système Xerion vers New Eden. Ils auraient dû arriver il y a 2 jours. Au lieu de cela, ils avaient disparu quelque part entre les 2 systèmes stellaires. Une erreur de navigation, dit le commandant Ralphie quand elle lui signala l'incident. Les Kororats ne sont pas connus pour leur planification méticuleuse. Ils ont probablement sauté dans un champ d'astéroïdes ou mal calculé leurs besoins en carburant. Sixfella n'en était pas si sûr. Les Kororats étaient brutaux, mais ils n'étaient pas stupides. Ils exploitaient des lignes de ravitaillement à travers leur territoire depuis des décennies. Elle prit note de surveiller les incidents similaires. Elle n'eut pas à attendre longtemps. 4 jours plus tard, un poste d'écoute Kororat en bordure du système solaire de New Eden devint silencieux. La station de surveillance automatisée transmettait des mises à jour de statut régulières toutes les 6 heures. Puis le signal cessa. Un vaisseau de patrouille Korat fut dépêché pour enquêter. À son arrivée, l'équipage trouva la station complètement intacte. Tous les systèmes étaient opérationnels. Le support vital fonctionnait parfaitement et il n'y avait aucun signe de dommage ou de dysfonctionnement. Mais l'équipage de 12 personnes était parti. Pas tué, pas capturé, juste parti, comme s'il s'était évaporé dans l'espace. Zixtala commença à prêter plus d'attention aux rapports de renseignement de la région. Au cours de la semaine suivante, 3 autres incidents se produisirent. Un autre convoi de ravitaillement disparut. Un satellite relais de communication se déconnecta pendant 6 heures, puis se reconnecta sans explication. Une opération minière Kororat rapporta que la moitié de son équipement automatisé était tombée en panne simultanément, provoquant un arrêt complet de ses opérations. Pris individuellement, les incidents pouvaient être expliqués comme des accidents ou des défaillances d'équipement, mais ensemble, ils formaient un motif qui donna la chair de poule à Zixtala. Quelqu'un ripostait. Elle commença à surveiller le trafic de communication humain, en utilisant les capteurs longue portée que Seren Watch utilisait pour suivre les mouvements de vaisseaux dans le secteur. Ce qu'elle découvrit la troubla plus que les mystérieuses attaques contre les Korats. Des vaisseaux humains se déplaçaient, non pas en fuite, comme l'avait supposé le commandant Ralphie. Ils se déplaçaient avec un but, suivant des routes qui semblaient aléatoires, mais contenaient une structure sous-jacente. Des cargos qui auraient dû fuir les Kororats convergeaient plutôt vers des coordonnées profondes dans l'espace humain. Des paquebots qui auraient dû évacuer des civils voyageaient vers des systèmes vides et y restaient plusieurs jours d'affilée. Le plus troublant de tous, les humains avaient cessé de communiquer depuis des mois. Les moniteurs de la coalition avaient capté des communications humaines de routine, des bavardages de vaisseau à vaisseau, des messages administratifs coloniaux, des bulletins d'information civile, le bruit de fond normal d'une civilisation spatiale. Maintenant, il n'y avait presque rien. Juste de brèves transmissions codées utilisant un chiffrement que les ordinateurs de la coalition ne pouvaient pas briser. Sixfella tenta de contacter l'ambassade humaine, mais reçut un message automatisé. Les services diplomatiques humains sont actuellement indisponibles. Merci de votre demande. Elle tenta de joindre des contacts humains individuels avec lesquels elle avait travaillé, y compris le capitaine Morrison et l'ambassadrice Carter. Chaque tentative reçut la même réponse. Actuellement indisponible. C'était comme si l'humanité tout entière avait subitement décidé de rompre toute communication avec la galaxie extérieure. Le commandant Ralphie restait indifférent. Ils organisent probablement des camps de réfugiés, dit-il. Ou peut-être ont-ils complètement renoncé aux voyages spatiaux pour retourner sur leur monde d'origine.
Dans tous les cas, ce n'est pas notre problème. Mais Zig Atala avait passé trop d'années dans les services de renseignement pour ignorer la situation si facilement. Elle commença à enquêter plus en profondeur sur les activités humaines. En utilisant tous les outils de surveillance à la disposition de Serene Watch, ce qu'elle découvrit remit en question tout ce qu'elle croyait savoir sur l'humanité. Les vaisseaux cargo, qui semblaient naviguer de manière aléatoire, suivaient en réalité un plan méticuleusement coordonné. Des navires se rencontraient à des coordonnées prédéfinies, transféraient du personnel et de l'équipement, puis se dispersaient vers de nouvelles destinations. C'était une opération logistique d'une envergure qui impressionna même Zig Atala, pourtant habitué au mouvement coordonné de milliers de vaisseaux par la flotte de la coalition. Plus important encore, les navires impliqués n'étaient pas que des engins civils. Dissimulés parmi les cargos et les paquebots se trouvèrent des vaisseaux militaires qui n'étaient jamais apparus dans aucune base de données de la coalition. Des bâtiments aux coques sombres et profilées, se déplaçant sans signaux transpondeurs et conçus, semble-t-il, pour éviter toute détection. D'où venaient-ils? Les services de renseignement de la coalition possédaient des dossiers détaillés sur l'armée humaine. On était censé qu'ils disposaient d'environ 50 vaisseaux de guerre, tous petits et légèrement armés. Mais les relevés de capteurs que Zig Atala recueillait suggéraient une flotte au moins 10 fois plus grande. Elle décida d'adopter une approche différente et commença à surveiller les dossiers personnels des humains. Si des civils étaient évacués, il devrait y avoir des preuves de personnes quittant l'espace humain pour chercher refuge ailleurs. Au lieu de cela, elle constata l'inverse. Les humains qui vivaient dans l'espace de la coalition depuis des années retournaient discrètement sur le territoire humain. Des scientifiques travaillant dans des installations de recherche de la coalition remettèrent leur démission et disparaissaient. Des marchands humains, qui commerçaient dans toute la galaxie, fermaient subitement leurs entreprises et partaient. Plus étrange encore, certains de ces humains partants avaient des antécédents qui ne correspondaient pas à leurs prétendues occupations. Un anthropologue humain qui étudiait la culture de la coalition s'avéra posséder des diplômes avancés en ingénierie militaire. Un représentant commercial avait précédemment travaillé dans ce qu'on appelait des opérations psychologiques. Un étudiant en échange culturel avait été formé à ce que les dossiers humains décrivaient comme la guerre asymétrique. Zig Atala commença à se demander si la coalition avait réellement compris ce que les humains faisaient dans leur espace. La révélation survint lorsqu'elle intercepta un fragment de communication humaine que le logiciel de cryptage avait réussi à décoder. Ce n'était que quelques mots, une partie d'un message plus long, mais ils la glacèrent jusqu'aux os. « Les loups se rassemblent ». Le message provenait du lieutenant-colonel Kate Murphy, répertorié dans les dossiers de la coalition comme officier de liaison culturelle de l'armée humaine. Zig Atala l'avait rencontré 2 fois lors de fonctions diplomatiques. Murphy avait semblé être une humaine typique, polie, désireuse d'apprendre, légèrement intimidée par la technologie avancée de la coalition. Mais le message suggérait quelque chose de différent. Il est temps de rappeler à la galaxie pourquoi nous gardons nos crocs. Des crocs? Des loups? Que signifient ces termes dans la culture humaine? Zig Atala tenta d'accéder aux bases de données culturelles humaines pour comprendre ces références, mais constata que la plupart des sources d'informations humaines étaient devenues indisponibles. Même des données historiques de base, partagées librement il y a quelques mois, étaient désormais protégées par des protocoles de sécurité qu'elle ne pouvait briser. Elle tenta une dernière approche pour contacter directement les autorités humaines. Cette fois, elle utilisa les canaux diplomatiques officiels de la coalition et se présenta comme un officier supérieur des renseignements. Sûrement, il répondrait à une requête officielle. La réponse arriva 12 heures plus tard. Elle fut brève et formelle, transmise depuis un lieu inconnu par quelqu'un qui s'identifia uniquement comme autorité humaine. Le Conseil de la coalition a clairement exprimé sa position concernant les affaires humaines. L'humanité est actuellement en pleine réorganisation interne et n'est pas disponible pour des contacts diplomatiques. Nous apprécions les conseils précédents de la coalition et vous contacterons lorsque nous serons prêts à reprendre des relations normales. Le message était parfaitement poli et absolument terrifiant. Il y avait quelque chose dans le ton, une froide assurance qui n'était pas présente auparavant.
Ce n'étaient pas les humains désespérés et suppliants qui avaient imploré de l'aide 3 semaines plus tôt. Zixatala rédigea son rapport avec une inquiétude croissante. Elle décrivit les activités humaines inhabituelles et recommanda une surveillance accrue de leur territoire. Elle nota la disparition d'actifs Khorat et suggéra un lien possible avec les activités humaines, bien qu'elle n'ait aucune preuve. Plus important encore, elle recommanda que la coalition réévalue son estimation des capacités humaines. La réponse du quartier général du renseignement arriva en quelques heures. Rapport noté. Continuez la surveillance mais n'interférez pas avec les activités humaines à moins qu'elles ne représentent une menace directe pour les intérêts de la coalition. L'espèce humaine reste classée comme une préoccupation de faible priorité. Zixatala fixa le message un long moment. Puis elle regarda les étoiles et se demanda si la coalition était en train de commettre la plus grande erreur de son histoire. Quelque part dans l'obscurité, les humains préparaient en quelque chose. Et d'après ce qui était arrivé au Khororat, cela allait être très désagréable pour quelqu'un. La contre-attaque humaine ne commença pas par des explosions ou des flottes de combat, mais par le silence. Zixatala surveillait les communications de routine lorsque les systèmes Cormys commencèrent à défaillir. Au début, cela ressemblait à des problèmes techniques normaux. Un satellite de communication ici, une station relais là, tous se déconnectant pendant quelques minutes avant de se reconnecter. Mais les pannes se propageaient. En 6 heures, la moitié du réseau de communication Khorat avait subi une sorte de dysfonctionnement. Les ordinateurs de navigation de leurs vaisseaux commencèrent à donner des lectures incorrectes. Les systèmes de survie s'éteignaient aléatoirement, puis se rallumaient. Les systèmes d'armement refusaient de s'armer ou s'armaient d'eux-mêmes, sans ordre. Le commandant Ralphie parla d'une défaillance en cascade, le genre de catastrophe technique qui frappe parfois les systèmes complexes. Ils ont probablement surchargé leur réseau, dit-il. Les Khororats n'ont jamais été bons en technologie. Zixatala n'était pas convaincu. Les défaillances étaient trop coordonnées, trop systématiques. Quelqu'un en était la cause. Les Khororats semblaient également le réaliser. Leur communication d'urgence était frénétique, les commandants de navires signalant que leur propre équipement se retournait contre eux. Mais chaque fois qu'ils essayaient de coordonner une réponse, leur système de communication échouait au moment critique. Puis, la chasse commença. Le premier vaisseau de guerre Khorat périt près des bords du système de New Eden. Selon la balise de détresse automatisée, le vaisseau patrouillait normalement lorsque son système de navigation tomba en panne, le projetant dans un champ d'astéroïdes. Lorsque les navires de sauvetage arrivèrent, ils trouvèrent des débris éparpillés sur plusieurs milliers de kilomètres. Le deuxième navire périt 2 jours plus tard. Cette fois, le signal de détresse rapporta une défaillance catastrophique de tous les systèmes primaires avant de se couper brusquement. L'équipe de sauvetage trouva une coque vide dérivant dans l'espace. Pas d'équipage, pas de signe de bataille, pas d'explication de ce qui s'était passé. À la fin de la première semaine, les Khorats avaient perdu 12 navires, sans jamais voir leurs assaillants. Zixatala observa les rapports avec une fascination et une terreur croissante. Quelqu'un démantelait systématiquement la flotte Khorat en utilisant des méthodes qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Non pas des attaques directes, mais quelque chose de bien plus sophistiqué et mortel. La révélation vint lorsqu'un vaisseau humain décloisonna à moins de 50 km de Seren Watch. Un instant, les capteurs montraient l'espace vide. L'instant d'après, un vaisseau massif planait immobile contre les étoiles. Sa coque sombre semblait courber la lumière autour de ses bords. Le vaisseau était facilement 2 fois plus grand que tout ce qui figurait dans la base de données de la coalition pour les vaisseaux humains. Et il était hérissé de systèmes d'armes qui n'appartenaient certainement pas à une espèce primitive. Toutes les alarmes de Seren Watch se mirent à hurler simultanément. « Vaisseau inconnu, identifiez-vous » transmit le commandant Ralphie, sa voix légèrement tremblante. La réponse vint immédiatement, diffusée sur toutes les fréquences afin que chaque vaisseau de la coalition dans le secteur la reçoive. Ici, l'amiral Jack Turner du vaisseau de la marine humaine, le Rétribution. Nous ne sommes pas ici pour menacer les forces de la coalition. Nous sommes ici pour récupérer notre peuple. Zixatala fixa l'affichage holographique montrant le vaisseau humain.
Le design ne ressemblait en rien aux vaisseaux simples et fonctionnels qu'elle avait vus auparavant. C'était un prédateur manifeste, construit dans un seul but. « Amiral Turner, » répondit le commandant Ralphie, « c'est l'espace de la coalition. Vous violez les accords territoriaux. » La réponse de Turner fut calme et patiente, comme celle d'un professeur expliquant quelque chose à un élève un peu lent. « Commandant, il y a 3 semaines, 2 millions de civils humains ont été assassinés, tandis que la coalition débattait des procédures appropriées. Les accords territoriaux sont devenus sans objet. » À ce moment-là, d'autres vaisseaux humains commencèrent à décloisonner dans tout le système. Non seulement des vaisseaux de guerre, mais aussi des vaisseaux de soutien, des transports et des engins dont les bases de données de la coalition ne pouvaient identifier les designs. En quelques minutes, ce qui avait semblé être un espace vide fut rempli d'une flotte humaine qui éclipsa la garnison de la coalition. « Combien de vaisseaux ont-ils » murmura le commandant Ralphie. Le lieutenant Mork travaillait frénétiquement à son poste de capteur. « Je compte plus de 200 vaisseaux, monsieur, et ce ne sont que ceux qui ont décloisonné. » 200 vaisseaux. Les services de renseignement de la coalition avaient estimé que les humains possédaient mais peut-être 50 vaisseaux militaires au total. Soit les estimations étaient catastrophiquement erronées, soit les humains avaient caché leurs vraies capacités depuis le début. L'amiral Turner poursuivit sa diffusion. Toutes les forces de la coalition sont invitées à maintenir leur position et à éviter toute interférence avec les opérations humaines. Nous n'avons aucun différend avec la coalition, mais nous ne tolérerons aucune tentative de nous empêcher de mener à bien notre mission. « Quelle mission ?» demanda le commandant Ralphie. La réponse ne vint pas de Turner, mais du capitaine Morrison, dont la voix familière traversa le canal de communication. La libération de New Eden et l'élimination complète des forces Korath dans ce secteur. Le vaisseau de Morrison apparut à l'écran, mais, tout comme celui de Turner, il ne ressemblait en rien au simple navire que Sixte Tala avait connu. Ce vaisseau était une arme de guerre, élégante et mortelle, dotée de systèmes de détection et d'armement qui faisaient passer les vaisseaux de la coalition pour des jouets. « Capitaine Morrison, Sixte Tala, transmis sur un canal privé. Qu'est-il arrivé aux humains ? Je connaissais les diplomates qui voulèrent la paix. » Le visage de Morrison apparut sur son écran personnel. L'homme fatigué qu'elle avait rencontré des mois auparavant avait disparu, remplacé par quelqu'un aux yeux froids et calculateurs. « Nous voulons toujours la paix, Zixtala, mais nous avons appris quelque chose d'important il y a 3 semaines. La galaxie ne respecte pas les espèces pacifiques, elle ne respecte que les espèces fortes. Vous ne pouvez pas vaincre les Korath, ils ont des centaines de vaisseaux, des milliers de guerriers. » avait-il corrigé tranquillement, au passé. Au cours des 48 heures suivantes, Zixtala observa les humains démontrer exactement ce qu'ils entendaient. L'attaque contre la flotte principale Korath ne fut pas une bataille. Ce fut une dissection. Les vaisseaux humains apparurent sous des angles impossibles, se déplaçant avec une coordination qui suggérait qu'ils avaient planifié cette opération bien plus longtemps que 3 semaines. Ils ne se sont pas lancés dans la bataille comme la plupart des espèces. Au lieu de cela, ils se sont déplacés comme des chirurgiens, découpant la formation Korath avec des frappes précises et dévastatrices. La capitaine Maya Rodriguez, commandant un vaisseau appelé « Vengeance », diffusa un message à la flotte Korath avant le début de l'attaque. « Vous avez tué nos enfants. Maintenant, nous vous rendons la pareille. » Ce qui suivit fut la destruction la plus méthodique que Zixtala ait jamais vue. Les humains ne se sont pas contentés de détruire les vaisseaux Korath. Ils ont systématiquement éliminé la capacité de l'ennemi à combattre, à fuir ou à appeler à l'aide. Les systèmes de communication furent les premières cibles, laissant les commandants Korath incapables de coordonner leur défense. Puis les moteurs, immobilisant les vaisseaux ennemis dans l'espace. Enfin, les systèmes de survie. Les guerriers Korath qui avaient bâti leur réputation sur des combats sauvages au corps à corps n'eurent jamais la chance d'engager le combat. Ils moururent dans le vide spatial glacial, coupés de leurs vaisseaux et de leurs camarades. Mais la véritable horreur survint lors de la libération de New Eden.
le commandant Scott Davis, auparavant répertorié dans les dossiers de la coalition comme un officier de renseignement mineur, se révéla être l'architecte de quelque chose que la galaxie n'avait jamais vu. Chaque pièce d'équipement Korath à la surface de la planète commença à mal fonctionner simultanément. Les armes explosaient dans les mains de leurs porteurs. Les systèmes de communication diffusaient de faux ordres. Les véhicules de transport s'écrasèrent contre les murs. Les Korath avaient utilisé l'infrastructure de communication de la planète pour coordonner leur occupation. Désormais, cette infrastructure se retournait contre eux, diffusant les positions de chaque unité Korath aux forces humaines descendant de l'orbite. Ce que les humains firent aux Korath à la surface de New Eden n'était pas une guerre. C'était une extermination. Ils traquèrent chaque soldat ennemi avec des méthodes qui démontraient une compréhension du combat au sol s'étendant sur des siècles. Aucune pitié ne fut accordée. Aucun prisonnier ne fut fait. Les colons humains survivants, ceux qui avaient enduré 3 semaines de brutalité Korath, furent évacués avec une précision méticuleuse. Des navires médicaux arrivèrent pour soigner les blessés. Des vaisseaux de transport emportèrent les survivants traumatisés. Les humains prirent soin des leurs avec la même efficacité méthodique qu'ils utilisaient pour détruire leurs ennemis. En 72 heures, la présence Korath dans le système de New Eden avait été complètement éliminée. Non pas vaincue, mais éliminée, comme si elle n'avait jamais existé. Zixtala se retrouva à fixer des affichages tactiques qui n'avaient aucun sens. Une espèce classée comme primitive et faible venait d'accomplir quelque chose qui aurait défié même la pleine puissance militaire de la coalition. La dernière diffusion de l'amiral Turner fut brève et terrifiante dans sa simplicité. Toute espèce qui nuit aux civils humains subira les conséquences. Nous avons essayé la diplomatie, nous avons essayé la coopération, nous avons essayé de demander poliment de l'aide. Rien de tout cela n'a fonctionné. Alors maintenant, nous revenons à ce que nous faisons de mieux. Alors que la flotte humaine se préparait à quitter le système, Morrison contacta Zixtala une dernière fois. « Vous devriez raconter à votre conseil ce que vous avez vu ici, » dit-il doucement. « Pas comme une menace, mais comme une information. Nous voulons faire partie de la communauté galactique. Nous voulons la paix et la coopération. Mais nous ne resterons plus jamais impuissants pendant que notre peuple est assassiné. »« Qu'êtes-vous » murmura Zixtala. Morrison resta silencieux un long moment. Quand il parla, ses mots changèrent tout ce qu'elle croyait savoir sur l'humanité. Nous sommes l'espèce qui a passé 10 000 ans à apprendre à s'entretuer efficacement. Nous sommes venus vers les étoiles en espérant pouvoir être autre chose. Mais si la galaxie ne nous laisse pas être pacifiques, nous leur montrerons ce que nous avons appris pendant ces 10 000 ans. La flotte humaine disparut dans l'hyperespace, laissant derrière elle un espace vide et les restes fumants de ce qui avait été la force militaire la plus redoutée du secteur. 2 semaines après la destruction des forces Korath, le docteur Susan Blake accepta de rencontrer Zixtala à bord du New Horizon reconstruit. Le vaisseau humain avait maintenant une apparence différente, plus grand, plus lourdement armé, avec l'assurance d'un navire qui avait connu le combat et survécu. Zixtala avait sollicité la rencontre par les canaux officiels de la coalition, mais elle était venue seule, sans protection diplomatique ni dispositif d'enregistrement. Elle avait besoin de comprendre ce qu'elle avait vu, et elle soupçonnait que cette compréhension ne viendrait pas des entretiens formels. Le docteur Blake était une petite femme humaine d'âge moyen, aux cheveux bruns grisonnants et aux yeux bienveillants. Elle portait un simple uniforme bleu, sans armes, sans armure. Rien qui suggère les terrifiantes capacités militaires que Zixtala avait récemment observées. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle prétendait être, une historienne et une spécialiste culturelle. « Merci d'avoir accepté de me voir », dit Zixtala alors qu'elle s'installait dans des fauteuils confortables dans la petite salle de conférence du vaisseau. « J'ai des questions sur ce qui s'est passé à New Eden. »« Je n'en doute pas », répondit doucement le docteur Blake. « Mais je pense que vos vraies questions concernent l'humanité elle-même, ce que nous sommes réellement. » Zixtala observa le visage de la femme humaine. Il y avait de la tristesse et des regrets,
mais aussi quelque chose comme de la résignation. Les services de renseignement de la coalition ont passé des mois à analyser votre culture, votre technologie, vos capacités militaires. Comment avons-nous pu nous tromper à ce point? Le docteur Blake resta silencieuse un instant, organisant ses pensées. Quand elle parla, ses mots furent prudents et précis. Vous avez étudié notre diplomatie, nos intentions pacifiques, notre désir de rejoindre la communauté galactique. Tout cela était réel. Tout ce que nous vous avons dit concernant notre souhait de coopération et d'échange scientifique était absolument vrai. Mais vous n'avez jamais pris la peine d'étudier notre histoire. Vous avez regardé notre technologie et avez vu des vaisseaux primitifs avec des armes faibles. Vous avez regardé notre armée et avez vu une petite force aux capacités limitées. Vous avez supposé que c'était tout ce que nous étions. Le docteur Blake activa un écran portable et commença à afficher des images qui firent frissonner Zixtala. D'anciens champs de bataille humains jonchés de corps, des villes vastes réduites en ruines fumantes, des armes d'une puissance destructrice incroyable déchaînées contre des populations humaines. C'est l'histoire de la Terre, expliqua le docteur Blake. Pendant plus de 10 000 ans, nous nous sommes fait la guerre. Pas de simples disputes territoriales ou des conflits de ressources. Des guerres totales où des civilisations entières ont cherché à s'anéantir complètement. Les images défilèrent. Des humains combattant avec des armes primitives, puis avancées, puis des armes capables de détruire des villes en une seule explosion. La technologie évoluait, mais la guerre ne s'arrêtait jamais. Nous avons développé le voyage plus rapide que la lumière, non pas parce que nous étions curieux des étoiles, poursuivit le docteur Blake. Nous l'avons développé parce que nous devions échapper à ce que nous étions devenus. La Terre mourait de nos guerres, nos océans étaient empoisonnés, notre atmosphère était toxique, et nous avions transformé des continents entiers en cimetières. Zixtala regarda des images d'enfants humains apprenant à utiliser des armes, de familles se cachant dans des abris souterrains, tandis que leur ville brûlait au-dessus d'eux. C'est votre histoire normale. Ce fut notre seule histoire, jusqu'à il y a environ 60 ans. Chaque culture humaine, chaque nation humaine, chaque idéologie humaine, toutes ont passé des milliers d'années à perfectionner l'art de la guerre. Non pas contre des espèces extraterrestres, mais contre d'autres humains. Le docteur Blake passa à des affichages tactiques montrant des formations militaires humaines, des systèmes d'armes et des concepts stratégiques qui, même pour l'œil entraîné de Zixtala, étaient d'une sophistication dépassant tout ce qu'elle avait vu d'autres espèces. Lorsque nous sommes venus à la coalition, nous avons amené notre corps diplomatique et nos scientifiques civils. Nous n'avons pas amené nos historiens militaires, nos planificateurs stratégiques ou nos concepteurs d'armes. Nous voulions être pacifiques, nous pensions pouvoir laisser tout cela derrière nous. Mais vous n'avez pas pu. Lorsque les Korath ont attaqué New Eden, ils ont commis une erreur fondamentale. Ils ont supposé que nous étions comme les autres espèces, que nous nous battrions comme les autres espèces se battent. Ils s'attendaient à ce que nous envoyions nos vaisseaux contre les leurs, à ce que nous les rencontrons dans une bataille loyale où leur supériorité numérique et technologique leur assurerait la victoire. L'expression du docteur Blake se durcit légèrement. Ils n'ont pas compris que les humains n'ont jamais mené de bataille loyale. Nous avons passé 10 millénaires à apprendre à gagner des guerres contre des adversaires tout aussi intelligents, tout aussi impitoyables et tout aussi désespérés que nous. Chaque tactique que vous avez vue à New Eden, chaque stratégie que nous avons employée, chaque principe de guerre que nous avons utilisé, nous l'avons appris en nous battant nous-mêmes. Toutes les ramifications de cette révélation frappèrent Zixtala avec la force d'un coup physique. Vous avez étudié la guerre durant toute votre histoire, non pas en l'étudiant, mais en la vivant. Chaque culture humaine a développé indépendamment les mêmes concepts, la ruse, la désinformation, la guerre asymétrique, les opérations psychologiques, la guerre totale. Nous n'avons pas lu ces choses dans des manuels, nous les utilisons pour survivre. Le capitaine Tyler Brooks entra dans la salle de conférence, tenant une tablette de données, se déplaçant avec l'assurance tranquille d'un soldat professionnel. Plus jeune que Morrison, ses yeux affichaient cependant la même froide détermination que Zixtala avait appris à reconnaître chez le personnel militaire humain. Le docteur Blake fait preuve de modestie, déclara Brooks en se joignant à eux à table. Elle n'est pas seulement historienne,
Elle a conçu la moitié de la campagne de guerre psychologique que nous avons utilisée contre les Korath. Zixtala regarda les deux humains avec une horreur croissante. « Vous êtes tous des soldats. Nous sommes tous des survivants, » corrigea le docteur Blake. « Chaque être humain aujourd'hui est le descendant de personnes ayant traversé 10 000 ans de guerre constante. Ceux qui n'étaient pas aptes au combat ont péri. Ceux qui ne pouvaient pas s'adapter aux nouvelles armes, aux nouvelles tactiques, aux nouvelles formes de guerre n'ont pas transmis leurs gènes. » Brooks activa sa tablette de données et montra à Zixtala des analyses statistiques qui la laissèrent étourdie. Les services de renseignement de la coalition estimaient que nous avions 50 vaisseaux militaires. Ils se sont trompés d'environ 40 fois. Nous construisons des navires depuis 60 ans, mais nous les avons cachés parce que nous voulions qu'on nous fasse confiance. Des infrastructures dissimulées, des ceintures d'astéroïdes, des atmosphères de géantes gazeuses, des systèmes morts que personne ne prend la peine de sonder. Nous avons appris le camouflage et la dissimulation en nous battant les uns les autres pendant des milliers d'années. Cacher une flotte aux capteurs de la coalition n'était pas techniquement difficile. L'ampleur de la supercherie était stupéfiante. Pendant des mois, les observateurs de la coalition avaient scruté une façade méticuleusement élaborée, tandis que la véritable force militaire humaine se préparait en secret. Chaque navire civil que vous voyiez était aussi un vaisseau de guerre potentiel, ajouta le docteur Blake. Chaque colonie humaine possédait des stocks d'armes cachées. Chaque citoyen humain dans l'espace de la coalition était également un agent de renseignement, collectant des informations sur vos capacités et vos faiblesses. Vous aviez l'intention de nous attaquer. Brooks secoua la tête. Nous avions l'intention de nous défendre. Nous savions qu'un jour quelqu'un mettrait à l'épreuve la détermination de l'humanité. Nous espérions que cela n'arriverait jamais, mais nous nous y sommes préparés malgré tout. « Pourquoi » demanda Zixtala désespérément. « Pourquoi ne pouviez-vous pas simplement être pacifique » L'expression du docteur Blake s'adoucit d'une sincère tristesse. « Parce que la galaxie ne nous l'a pas permis. Nous avons tenté la diplomatie, la coopération, l'échange culturel, tout ce que les espèces pacifiques sont censées faire. Mais quand nos gens étaient trop massacrés, la coalition nous a dit que ce n'était pas son problème. Vous auriez pu demander de l'aide différemment. Nous avons supplié, l'interrompit Brooks, la voix dure. Nous nous sommes mis à genoux et avons supplié le gouvernement le plus puissant de la galaxie de sauver 2 millions de personnes innocentes. Et vous nous avez dit de nous débrouiller seuls. » La logique implacable de la situation frappa Zixtala de plein fouet. Les humains avaient essayé d'être pacifiques, mais la galaxie leur avait appris que les espèces pacifiques sont anéanties. Alors ils étaient revenus à ce qu'ils connaissaient le mieux. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-elle doucement. Le docteur Blake et le capitaine Brooks échangèrent un regard. Il y avait dans ce regard quelque chose qui rappela à Zixtala la communication qu'elle avait observée entre Morrison et les autres humains des mois auparavant. Une compréhension partagée que les étrangers n'étaient pas censés saisir. « Nous retournons sur notre territoire et continuons à bâtir notre civilisation », déclara le docteur Blake. « Nous commercerons avec quiconque souhaite commercer. Nous coopérerons sur des projets scientifiques. Nous serons de bons voisins, mais... » Personne ne commettra plus jamais l'erreur des Korath, acheva Brooks. La nouvelle de ce qui s'est passé à New Eden se propage déjà dans toute la galaxie. D'autres espèces commencent à comprendre que les humains ne sont pas des proies. Zixtala repensa aux affichages tactiques qu'elle avait étudiés, à l'efficacité méthodique de l'attaque humaine, à la destruction complète d'une force ennemie que l'on jugeait imbattable. Allez-vous vous étendre, conquérir d'autres espèces ? Pourquoi ferions-nous cela ? Demanda le docteur Blake, semblant sincèrement perplexe. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous ne voulons pas le territoire ou les ressources de quelqu'un d'autre. Nous voulons juste qu'on nous laisse tranquilles pour construire quelque chose de mieux que ce que nous avions sur Terre. Mais vous avez la capacité. Bien sûr que nous l'avons, déclara Brooks avec désinvolture. Nous pourrions probablement conquérir la moitié de la galaxie si nous le voulions. Mais la conquête exige l'occupation. L'occupation exige l'administration, et l'administration exige de se soucier de ce qui arrive au peuple conquis.
Nous avons appris il y a longtemps qu'il est beaucoup plus simple de faire clairement comprendre qu'attaquer les humans est une mauvaise idée. Alors que Zixtala se préparait à quitter le vaisseau humain, le docteur Blake l'accompagna jusqu'au sas. La femme plus âgée semblait sincèrement désolée de la tournure des événements. « Je veux que vous compreniez quelque chose, » dit le docteur Blake doucement. « Nous ne voulions pas que tout cela arrive. Nous sommes venus vers les étoiles en espérant pouvoir être différents. Nous pensions que, loin de la Terre, nous pourrions enfin apprendre à vivre sans guerre. Mais vous n'avez pas pu.